Cette conversation fait partie de la série Journey Days, une banque d'investissement boutique transfrontalière centrée sur un réseau mondial d'investisseurs et de propriétaires d'entreprises. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble le monde des investissements transfrontaliers. Et pour ça, on s'appuie sur le document ACE Navigator. C'est un terrain de jeu passionnant, plein de potentiel, mais aussi, on va le voir, assez complexe. Exactement. Et c'est une aventure, faut le dire, pour les entreprises comme pour les investisseurs qui s'y lancent. Il y a beaucoup d'anticipation, d'excitation même, mais aussi une certaine anxiété, et c'est normal. Les risques sont objectivement plus élevés que quand on reste chez soi. Et c'est là, je pense, que l'approche chère à Ace Corp, le people to people, prend tout son sens. Créer du lien, de la confiance. Oui, cette dimension humaine qui est cruciale. Alors, pour commencer, essayons de dessiner un peu la carte. Comment ça s'organise, ces flux d'investissement qui traversent les frontières? Alors en gros, il y a deux grands mouvements. Les investissements qui entrent dans un pays, qu'on appelle inbound, et ceux qui sortent du pays d'origine, les outbound. D'accord, inbound et outbound. Pour l'inbound, l'objectif, c'est d'attirer des capitaux vers un pays donné. Ça peut venir d'investisseurs étrangers, bien sûr, mais aussi parfois de fonds locaux. On pense aux fonds souverains qui visent des ressources stratégiques, ou même des fonds domestiques qui ont un mandat très précis sur leur territoire national. Et ce qui est intéressant, c'est que même des pays très riches, on pourrait penser qu'ils n'en ont pas besoin, mais ils encouragent activement ces flux entrants, pour des raisons stratégiques en fait. Tout à fait. C'est pas juste une question d'argent frais. C'est aussi technologique, commercial, stratégique au sens large. Pour l'outbound, là on parle des investisseurs, souvent de gros fonds, pour qui le marché domestique est devenu, disons, un peu trop petit. Ils vont donc chercher des opportunités ailleurs. Et leur carte d'investissement, elle peut varier énormément. Ça peut être un pays cible, une région comme l'UE, les marchés émergents. Ça dépend de leur thèse, de leurs ressources. Ok, le paysage est posé. Mais si on va un peu plus loin, à part l'accès à plus de capitaux, ce qui est assez évident, quels sont les autres avantages, peut-être moins visibles, de ces opérations transfrontalières? Ah, il y en a beaucoup. Déjà, l'accès à des investisseurs internationaux, ça ouvre la porte à des montages financiers plus sophistiqués. Et surtout, ça donne une crédibilité énorme. Avoir un nom international connu à son capital, ça peut vraiment attirer d'autres institutions financières. Du coup, ça facilite beaucoup les tours de financement suivants, que ce soit du placement privé ou même, pourquoi pas, une introduction en bourse plus tard. D'accord, ça c'est l'aspect financier. Et pour l'entreprise elle-même, son activité? Alors là, c'est souvent là que ça devient vraiment transformateur. Évidemment, l'accès à de nouveaux marchés, de nouveaux clients, c'est la base. Mais il y a aussi l'accès à des talents spécifiques, ou à un savoir-faire qui n'existe peut-être pas chez soi. Et puis, l'accès à des ressources clés, que ce soit stratégiques, commerciales, ou même au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Ça permet aussi de se diversifier, j'imagine. Moins dépendre d'un seul marché. Exactement. Diversification des risques de marché. Et puis, avoir une présence dans plusieurs régions, ça donne une intelligence économique incroyable. On comprend mieux les tendances globales. On peut aussi comparer les performances, mettre en place de meilleures pratiques, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et parfois, il y a même des opportunités d'arbitrage entre les marchés. Bon, le tableau est plutôt séduisant, mais on se doute que tout n'est pas rose. Quels sont les principaux obstacles, les défis majeurs quand on se lance à l'international? Oui, il faut être lucide, les défis sont réels et parfois sous-estimés. Le premier, c'est souvent la différence culturelle avec les clients, bien sûr, mais aussi en interne, avec les employés, les actionnaires locaux. Et puis, la question de la confiance, qui est plus difficile à construire à distance. Et sur le plan opérationnel? Ben, là aussi, c'est complexe. Il faut s'adapter à des dynamiques de marché qu'on ne connaît pas, affronter une concurrence locale qui est déjà bien implantée. Il y a les contraintes de ressources, trouver les bons talents sur place, adapter sa chaîne logistique, et puis tout le cadre légal et réglementaire qui peut être très différent. Sans parler de l'économie de l'opération elle-même. Exactement. Les prix, les coûts, la fiscalité, tout ça varie. Et puis, un point crucial, la difficulté de faire une due diligence vraiment transparente. Obtenir les bonnes informations fiables, c'est pas toujours simple. Et bien sûr, il y a le facteur politique. Un changement de gouvernement, une nouvelle réglementation, ça peut tout changer. C'est clair. Face à tout ça, Ace Corp insiste beaucoup sur l'importance de bien se préparer. Quels seraient les conseils clés pour bien négocier ce virage international? Ah oui, la préparation, c'est vraiment 80% du succès, je dirais. D'abord, bien identifier où est-ce que l'international va vraiment créer de la valeur pour l'entreprise. C'est pas juste, il faut y aller. Ensuite,
Adapter son business plan. Il faut qu'il tienne compte de cette expansion et surtout simuler l'impact des taux de change, le fameux Forex. Ça peut faire très mal si on oublie. Et s'entourer des bonnes personnes, j'imagine, hein? Indispensable. Avoir des conseillers fiscaux, juridiques et aussi des experts du secteur qui connaissent à la fois le marché local visé et les problématiques transfrontalières. C'est crucial. D'autres points importants avant de s'en lancer. Oui, quelques règles d'or. D'abord, s'assurer que son modèle économique est déjà solide chez soi. On n'exporte pas une faiblesse. Ensuite, vraiment chercher à comprendre et respecter la culture et l'histoire locale. Ça passe par des visites sur place, même courtes, mais régulières. Rencontrer les gens, donc. Voilà, rencontrer, écouter. Essayez aussi d'identifier des investisseurs qui sont déjà présents localement, ça peut aider. Et enfin, un conseil un peu plus long terme, essayez de comprendre les grands cycles du pays visé, démographique, politique, économique. Ça aide à avoir une vision plus stratégique. Donc, pour résumer, l'investissement transfrontalier, c'est un levier stratégique et financier puissant, mais qui exige une préparation vraiment minutieuse, une excellente compréhension des dynamiques locales et globales. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante pour finir, je trouve. Au-delà des chiffres, des stratégies, des processus, comment est-ce que cet élément humain, cette approche people to people dont on parlait au début, façonne réellement le succès et surtout la pérennité d'une entreprise qui franchit les frontières? Comment on ancre ça dans la durée? D'excellentes questions pour poursuivre la réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage.